Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous, comme à chaque semaine en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va, merci. Bon, là, on va parler de soccer moldave parce que c'est rendu une habitude maintenant à Loin de sans foot. S'agissait que j'envoie une petite pointe à la Moldavie il y a quelques semaines ou quelques mois pour que tout d'un coup, ils soient capables de faire des exploits contre le Real Madrid. On va en parler parce que la Ligue des champions a commencé son deuxième tour de phase de groupe, deuxième match de phase de groupe en Europe. On va également revenir sur la situation du côté du CF Montréal qui a perdu le week-end dernier 2-1 à Columbus et on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Commençons avec notre segment à domicile. Sid, peut-être commencer par toi. Euh, un match un peu bizarre à analyser à Columbus dans le sens où il y a beaucoup d'éléments positifs, surtout en début de match, parce que c'est une équipe qui est quand même allée chez les champions en titre. Ils vont pas très bien par les temps qui courent, mais ça reste une équipe qui a du ballon d'habitude dans un nouveau stade où il y avait beaucoup d'ambiance. Donc, tu peux te réfugier derrière ça, mais au final, tu passes à côté d'une grosse opportunité. Oui, c'est vrai et puis, avant ça, tu as la qualification en demi-finale, pour, le CF Montréal qui, avait fait reposer ses cadres et Mhm. donc on pouvait penser qu'ils allaient aborder le match, avec Columbus avec peut-être un peu plus de rythme, mais ça n'a pas été le cas et c'est vrai que lorsque tu vois le 11 partant, je te dirais hormis, Kiki Struna, dont on connaît les raisons de l'absence, tu as l'impression quand même que tu as aligné les 10 joueurs les plus performants de la saison et ça ressemble vraiment très, très, très fort à le 11 partant qui pourrait aborder les séries ou qui devrait finir ta saison. Et pour autant, tu as eu beaucoup de difficultés à construire, tu as beaucoup de difficultés à créer des situations dangereuses. On parle même pas d'occasion, même de situation. Mhm. Et d'un point de vue de Wilfried Nancy, je me demande si ce match-là n'a pas été un révélateur parce qu'il s'inscrit quand même dans une continuité depuis le match de Nashville, où Nashville est venu avec son bloc médian beaucoup dérangé, bloc bas, même je pourrais dire, Mhm. beaucoup dérangé le CF Montréal. Ce que Chicago a réussi à faire durant une mi-temps avant l'insertion de Damdi en deuxième mi-temps, et ce que Orlando n'a pas pu mettre en place puisqu'il y a eu un carton rouge assez rapide. Euh, et là, peut-être que oui, il y a des équipes qui commencent à s'adapter et à voir de quel bois se chauffe le CF Montréal dans une journée où c'était un peu compliqué sur les pistons. On sait l'importance qu'ils ont dans le système de Wilfried Nancy. Euh, et c'est ça où je me suis vraiment interrogé si est-ce que après ce match contre Columbus, Wilfried Nancy a la certitude que ce 11 partant qui, j'estime, est le plus performant, est à l'image des performances de la saison, est-ce que ce 11 partant sera suffisant pour le dernier tiers de la saison, dans le sprint final et aussi pour les séries, tout simplement. C'est tellement intéressant ce que tu soulèves par rapport à l'ajustement de l'adversaire parce que la question a été posée à Wilfried Nancy après le match. Est-ce que tu sens que, contrairement à ce que tu voyais au début de la saison, maintenant, les équipes s'ajustent et se préparent, on va dire, un peu mieux ou avec un plan de match plus défini pour vous affronter? Puis sa réponse a été claire, totalement, absolument. On sent vraiment cette différence-là. Je veux parler de Walter Sabatini à Bologne avec Jean dans un instant, mais juste, Sid, pour clarifier ta pensée, quand tu dis qu'on sait pourquoi Kiki Struna est absent, tu parles de ses mollets, right? Exactement. La blessure au mollet. OK, je voulais juste être certain parce que c'est toi qui es en charge de nous faire les updates sur Kiki Struna. Donc voilà, c'est fait. Vous êtes mis à jour pour Kiki Struna qui est de retour avec le groupe maintenant. Il y a un timeline intéressant. Les blessures au mollet ressemblent beaucoup aux quarantaines, mais écoute, 4 en dessous pour une pièce. Puis certains me diront que c'est un peu de mauvaise foi, mais on ne le sait pas. Il est juste indisponible. Jean, Walter Yeah. Sabatini et Bologne, c'est terminé. Lui qui était directeur technique global. Donc, c'est lui qui chapeautait et Bologne et le CF Montréal, les deux entités dont Joey Saputo est le propriétaire. Quel genre de répercussions tu vois que son départ pourrait avoir sur Montréal en particulier? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais j'avais déjà l'impression qu'il y avait quand même pas mal plus de. Donc, c'était beaucoup moins serré que ça l'a été dans le passé, cette relation-là. Et en particulier depuis l'arrivée d'Olivier Renard, je trouve qu'il y a. En tout cas, personnellement, j'ai l'impression que ici, que le CF Montréal est pas mal laissé à lui-même et beaucoup.
prennent moins cette relation-là comme une obligation, tu vois. Et j'ai l'impression que bon, il y a toujours ces accords avec la personnel, mais que c'est quand même moins. Il y a moins cette présence-là et cette idée peut-être de compte à rendre ou en tout cas toujours de relations un peu pénibles à avoir à supporter. Et ça, j'ai l'impression que depuis un an, ou même un an et demi, le CF Montréal, l'Impact à l'époque, est en train de se libérer un petit peu de cette relation-là. Donc, je suis pas persuadé que ce soit que ça ait une incidence énorme, d'autant que le club était déjà lancé dans une politique de recrutement et de recherche de joueurs qui était quand même extrêmement indépendante. Oui, il y a toujours des liens, on l'a vu avec Biggs récemment aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une moins grande influence que ça ne l'a été à une époque et que ce qu'on pouvait craindre aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas l'impression qu'il y aura une si grosse incidence sur le vécu du CF Montréal. Je suis curieux de t'entendre, Sid, là-dessus, parce que ce que Jean dit, euh, c'est fascinant, parce que pour moi, au volume, on travaille moins ensemble. Mais je pense qu'on travaille sur des dossiers plus importants qui sont communs ou qui peuvent être communs pour les deux. Et c'est là où la relation, puis si j'ai une chose à identifier, moi, c'est la relation Sabatini-Olivier Renard. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Olivier Renard à la radio mardi soir, puis c'est Sabatini qui a suggéré Olivier Renard à Kevin Gilmore et Joey Saputo. Donc, en ce sens-là, les deux s'entendaient bien, avaient intérêt à travailler ensemble pour le bien des deux clubs. De toute façon, Sabatini, c'était ça sa job. Mais je partage ton opinion, Jean, dans le sens où on ne sent pas qu'on est obligé de faire affaire par défaut constamment. Je reviens toujours à Dejan Boldar. Dejan Boldar, c'est un recrutement. Si ça avait été un gars de MLS, jamais on serait allé le chercher. Mais là, tout d'un coup, parce que c'est un gars de Bologne, puis probablement que ça faisait l'affaire à Bologne, il se ramasse ici. Cette business-là, par défaut, c'est vrai qu'on la voit moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sid, le départ de Sabatini? Est-ce que ça peut avoir des répercussions? Est-ce que ça a un certain effet domino sur Montréal? Oui, forcément, puisque c'est Walter Sabatini qui a introduit Olivier Renard, comme tu dis, à Kevin Gilmore et donc à cette famille Bologne CF Montréal. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup marqué dans l'entrevue que tu as faite avec Olivier Renard, c'est que les joueurs étaient scannés par Walter Sabatini. Mm. Après sélection d'Olivier Renard. Donc après, c'est toujours difficile d'interpréter, mais il dit bien qu'il avait besoin du hockey de Walter Sabatini. Donc simplement, peut-être que Walter Sabatini, il a une expérience, il a une compréhension du football et même MLS qu'il a accumulé avec ses dernières années, qui fait que ça peut aider à valider les bonnes pioches d'Olivier Renard. Est-ce que son successeur aura la même, parce qu'on imagine qu'il y aura une personne qui sera toujours en charge de chapeauter un petit peu les relations entre les deux clubs, au-dessus des deux directeurs sportifs. Est-ce que cette personne-là aura la même sensibilité que Sabatini et pourra autant aider ou conseiller Olivier Renard comme pouvait le faire Walter Sabatini? Déjà là, pour moi, je vois une incidence. Là où, par contre, je suis 100% d'accord avec Jean, c'est que depuis 2 ans, tout simplement, on n'a pas du tout l'impression qu'on a une relation asymétrique ou que l'un est au service de l'autre et on sait qui est l'un et qui est l'autre. Et c'est vrai que ça, je ne crois pas qu'il y a forcément des énormes effets dominos du départ de Walter Sabatini sur la réalité de mon. Par contre, le fait que sur certains joueurs, tu pouvais compter sur son expertise, ça c'est une perte, qui perd un membre voilà, de qualité. Oui, et une chose qu'il faut prendre en considération aussi, si tu vas chercher quelqu'un avec qui Olivier Renard est capable d'aussi bien travailler que Walter Sabatini, le plus que tu vas aller chercher, c'est que cette personne-là va pouvoir venir à Montréal. Walter Sabatini avait des ennuis de santé. À ma connaissance, il n'a jamais mis les pieds à Montréal. Donc, il pouvait avoir beaucoup de savoir. Mais là, que quelqu'un puisse venir ici, vraiment prendre le pouls de ce que tu fais, ton centre d'entraînement, ton stade, ça a l'air de quoi des matchs en MLS,
peut-être que ça pourrait être un avantage marqué. Euh, Maintenant, Sid, si je te pose la question, Olivier Renard, là, pour la suite, est-ce que ça presse d'apprendre qu'il y a une prolongation de contrat? Parce qu'on sait qu'il y a des discussions, c'est ce qu'Olivier Renard disait, entre lui et Kevin Gilmore pour ce que les deux voient comme futur ici à Montréal. Est-ce que si on se retrouve, mettons, au 1er janvier 2022 et qu'on n'a pas appris qu'Olivier Renard a été prolongé, ça va commencer à être inquiétant pour toi? Ben, je sais pas quand est-ce que le contrat actuel est échu, mais je te dirais que d'un point de vue d'Olivier Renard, c'est pas une personne qui a l'air très inquiétée par ce type de situation. Pour tout le monde, un nouveau contrat, c'est aussi une occasion de poser des nouvelles bases ou peut-être de remettre en question certaines choses. Donc, ça reste une situation importante, délicate à gérer, mais le personnage Olivier Renard et son rapport avec la business foot fait en sorte que je pense pas qu'il soit très très inquiet de cette situation. Et encore là, c'est vraiment moi qui fais l'introspection, enfin qui fait la Ouais, projection, ouais. pardon. Et c'est à lui de répondre si ça l'inquiète ou pas. Moi, je serais pas forcément inquiet, sachant comment est Olivier Renard. Simplement, peut-être Qu'est-ce que que tu veux comme dire? avoir certaines. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est intéressant, ça. Ben, je suis pas inquiet dans le sens que je pense que par exemple, quand je vois la gestion de joueurs dont les renouvellements sont gérés très généralement, ont été gérés très tard. Olivier Renard, lui, ne voyait pas ça comme quelque chose de forcément négatif. D'un point de vue Mhm. des joueurs, ça crée beaucoup d'incertitudes. Mais pour Olivier Renard, c'était t'as un contrat, parce qu'à la fin du contrat, et puis après, genre, comme voici la proposition qu'on a à faire, et puis est-ce que ça te convient ou pas. Mais la perspective, c'est que d'un point de vue du club, nous, ça doit nous convenir. Si ça nous convient en tant que club, nous, on est satisfait avec ça. Et s'il applique la logique de sa gestion de certains joueurs à lui-même, je suis pas inquiet. Maintenant, s'il y a un traitement différencié, là, ouais. Ouais. Là, tout d'un coup, on se dit que tu es de l'autre bord de la table des négociations. Puis là, c'est tout d'un coup dire à Clément Diop, attends la date butoir de ton option. C'est un peu plus grand comme défi. Jean, on va passer à notre segment en temps additionnel avec toi. C'est parti pour Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. C'est ça le constat qu'il faut faire? C'est parti, oui, parce que c'est certain que tout le monde l'attendait, ce but-là, et puis il est venu de belle façon. Il est venu au bout d'une action qui, en plus, montre ce qu'on attend un petit peu de cette équipe quand elle est capable de jouer comme ça vers l'avant, avec un bon travail de Hakimi, parce que je vais toujours parler de lui, parce que j'adore ce joueur, qui part, qui aide à déstabiliser la défense, un appel de Mbappé dans l'axe, qui joue en remise. Voilà, c'est ça que tu veux voir. Et puis, c'est cette complicité avec lui, avec Neymar, qu'on veut voir. Maintenant, il est certain que dans le global, ça n'arrivera pas à chaque fois, parce qu'il y a eu encore des moments un peu bizarres du côté de Paris, du PSG, hein. D'abord, cette volonté, ou en tout cas cette façon d'accepter d'être pressé très très bas par Manchester City, et d'inviter quand même une pression super intense. Alors, c'est vrai qu'ils ont été bien organisés défensivement, mais qu'ils ont laissé une part, disons, un petit peu à la chance, avec une ou deux actions qui sont passées vraiment limite. Donnarumma, ok, justifie clairement que c'est un des gros transferts de l'intersaison, mais bon, pour en revenir à Messi, c'est certain qu'il débloque, que tu vois que ça a été un grand moment pour le groupe, parce qu'il y a eu un élan vers lui, et clairement, tu vois que c'est une marche. C'est quelque chose qui fait progresser, ou qui fait avancer le groupe dans le projet. Tu vois que tout autour de Pochettino, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On va attendre, parce qu'à mon avis, c'est encore un projet qui est en construction. Mais il est certain que contre Manchester City, qui venait de réussir un gros match contre Chelsea, c'est un match Mhm. repère. D'ailleurs, ça, est-ce que c'est peut-être l'élément qui te surprend un peu? Tu as la performance du Paris Saint-Germain, mais le clash avec
si peu de temps entre une belle performance contre Chelsea pour City, puis cette défaite-là face à Paris? Est-ce que Ouais. c'est ça l'élément qui te reprend le plus? Oui, pas mal, parce que tu vois que d'abord, il est très, très difficile de maintenir ce même niveau régulièrement. Mhm, Les équipes qui y parviennent, on dit, ouais, c'est son fort et c'est fort. Non, c'est génial, c'est extraordinaire d'arriver à le maintenir parce que le haut niveau, là, aujourd'hui, c'est débile. C'est complètement débile. Là, tu joues continuellement. Regarde, City vient de jouer Chelsea, match de haut niveau contre l'équipe championne d'Europe. Ils jouent PSG, ils vont jouer Liverpool en une mhm. semaine. T'as pas le temps et pour revenir un petit peu à un élément de discussion, tu joues forcément. Là, en ce moment, on est dans un système, dans un jeu où tu dois regarder les forces et tu dois regarder la façon dont l'adversaire joue. Forcément. Mhm. Un entraîneur qui dit, oh, moi, je m'occupe pas de l'adversaire. OK, soit tu es en train de me raconter des cracks et puis c'est plus la peine qu'on parle parce que ça sert à rien. Ou alors, je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais clairement, tout le monde regarde un petit peu l'adversaire et ajuste des choses en fonction de l'adversaire. C'est vraiment, vraiment simple. Et on l'a vu encore hier. Donc oui, j'ai été surpris que que Manchester City ait du mal à avoir ce niveau de rayonnement et de cette façon vraiment de contrôler tout. Parce que même hier, face au PSG où ils ont dominé, où PSG est revenu, où City a beaucoup, beaucoup poussé, tu sens qu'ils étaient fragiles sur n'importe quelle récupération et accélération du PSG. Dès que le PSG récupérait le ballon et était capable de le sortir, ils ont fait du progrès au niveau du jeu vers l'avant, du jeu de la sortie de ballon balle au pied. Il y a eu beaucoup de prises de risque, beaucoup de jeux tentés par le PSG. Verratti a été excellent dans des domaines comme ça. Donc City a été beaucoup moins dominant. Je t'avoue que Mahrez, De Bruyne, wow, sont toujours impressionnants. Je me pose toujours la question sur le pourquoi de Grealish, vraiment. Mais sinon, c'est à City qui a eu du mal malgré tout, à avoir le niveau de samedi dernier. Sid, tu es très bon pour produire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu t'y connais. Fait que là, je veux t'amener dans le vestiaire du Parc des Princes. C'est l'idée de qui? Puis ça se passe comment quand tu rassembles Mbappé, Messi et Neymar pour prendre la photo après le match? Explique-moi, là, ça, c'est un gros setup ou c'est tout à fait organique et naturel? Non, non, c'était un très gros setup, grosse opération de communication. Et puis, la personne qui était derrière l'appareil photo leur dit bien de baisser les shorts Rapprochez-vous. genre Ouais. comme, Ah, ouais, oui. très, 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 Ah, très ouais. bas pour que, voilà, on voit bien tout ce qu'on a à voir. Mais effectivement, je trouve que c'est dans, c'est, c'est à l'image de ce club qui joue sur le tableau sportif, mais surtout sur le tableau marketing, sponsoring, communication, et qui a toujours besoin de créer du contenu. Parce que c'est ça, en fait, finalement, c'est en tout temps de la création de contenu, et avec Ander Herrera qui dit et tout le monde dit que vous vous entendez pas, et puis puis même Thiago Silva qui connaît très bien la machine, qui dit oh là là, on a peur de vous rencontrer. Et dit, come on, vous êtes champion d'Europe, Thiago Silva, là, arrête là. Mais c'est drôle de voir cette surcommunication. Et puis genre, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a, mais c'est aussi pour moi je vois ça sur le même continuum que les excuses de Bruno Fernandes suite à son penalty raté. C'est très très lié, cette surcommunication des joueurs de football, qui est vraiment un vrai phénomène depuis 2 ans, et l'importance que les réseaux sociaux prennent dans la vie de ces footballeurs. Tu veux dire qu'à United, par exemple, on demande à Bruno Fernandes ou lui, sachant dans quelle machine il se trouve, il sent le besoin d'aller surexpliquer comme ça? C'est plutôt le 2. Le club ne demande pas, mais par contre, par exemple, le club en a remis une couche en postant un graphique qui montrait tous les commentaires des joueurs, tous les commentaires de soutien des joueurs du club au message de Bruno Fernandes. Tu te dis, mais non, mais là, on est où, là? Et c'est vrai que, donc, juste de voir cette communication du club te fait comprendre quel est le type d'environnement qui pousse ces joueurs-là à surcommuniquer, tout en sachant que ils bénéficient largement, d'un point de vue financier, de cette surcommunication. Donc, je suis pas là à les excuser, à les dédouaner. Ils ont créé un environnement dont ils bénéficient, mais il y a aussi des effets pervers à ça. Deux autres questions. Oui, vas-y, Jean. Jusqu'au dérapage, parce qu'ils ont toujours un dérapage et que là, ça leur coûte super cher et après, ils passent encore 6 mois à essayer
de rattraper le truc parce que ça va leur arriver. C'est un truc Bon, ça t'explose dans la tête. Bon, ça, c'était la Mais, petite touche d'optimisme de Jean Gounel sur, sur ce scénario-là. Sid, deux questions pour toi, un peu dans la même foulée. Un, parles-tu moldave? As-tu été capable de lire ces médias sociaux-là? Et deux, tu communiques comment ou tu publies quoi? C'était le Real Madrid pour expliquer que tu as perdu contre Sheriff Tiraspol, une équipe de Moldavie. Écoute, c'était le Real Madrid, genre, comme tu te caches derrière n'importe quelle pierre et tu essayes de pas faire trop de bruit et t'espères que les images de Messi qui est couché derrière le mur parisien font le tour et occupent l'espace médiatique parce que c'est vraiment une défaite historique humiliante du Real Madrid. Pas sur le contenu, ils ont 80% de possession du ballon, ils ont tiré 3 fois plus que les Mhm. Moldaves, etc. Mais c'est une équipe qui a commencé sa campagne de qualification le 7 juillet, qui a dû battre le champion d'Albanie, de Croatie, je ne sais plus quel pays, d'Arménie, pour arriver à se qualifier. C'est la première fois qu'il se qualifie. C'est un pays qui n'est reconnu que par la Russie, d'une région encore plus obscure, la Tricynie, genre comme la Transnistrie. Donc, on est dans une situation, il y a d'ailleurs un seul joueur moldave dans le 11 partant et naturalisé, c'est un Brésilien naturalisé. C'est une équipe qui sort de nulle part, créée en 97-98. C'est fou ce qui s'est passé hier. Ces points pris au Bernabeu, c'est pas non plus comme si c'était Ah non? dans leur champ de patates, façon de parler, puisqu'ils ont un terrain aux normes UEFA évidemment. Donc c'est fou ce qui s'est passé hier et je crois que du point de vue de Real Madrid, on va essayer d'une forme de normaliser cet événement-là, de le banaliser si je puis dire, parce que si on commence vraiment à mettre chacun des bouts en place, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de complètement extraordinaire hier. Ouais, c'est pas une bonne semaine pour Carlo Ancelotti, qui était déjà à la mi-temps au Bernabeu aussi le week-end dernier, en mode haute pression, parce que ça a été un match nul 0-0 contre Villarreal, puis Ancelotti semblait vraiment remonter. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? non, simplement que du côté de Sheriff, c'est quand même un truc. C'est que clairement, c'est une équipe qui a énormément de moyens, qui est en train de. Ils viennent de gagner quoi? 19 des 25 derniers titres de Moldavie, même s'ils ne veulent pas être moldavie. C'est une équipe qui est backée de façon un peu. D'ailleurs, c'est un peu bizarre cette histoire-là. Pas avec des gros moyens. Leur stade, leur complexe est évalué à plus de 200 millions de dollars. Donc, c'est quelque chose d'assez spécial. Effectivement, tout l'effectif, comme tu le dis, vient d'un peu partout. Hein. Ils sont allés déjà chercher pas mal. Un peu à l'image de ce qu'a fait le Shakhtar à un moment en Ukraine, d'ailleurs. Mhm. Mais des joueurs, beaucoup de joueurs venant d'Afrique, venant d'Amérique du Sud. Donc, des filières, là aussi, qui ressemblent beaucoup à celles du Shakhtar, qui ne sont pas exploitées à fond, ou en tout cas, des filières qui contournent un petit peu ce qui se passe d'habitude pour la plupart des clubs occidentaux un peu plus nantis. Mais bon, là, avec 2 matchs de victoire, les primes et tout ce qui va leur arriver, je pense que les Sheriffs, ils sont champions pour 20 ans. Là. Ils sont en train de s'assurer quelque chose de complètement malade au niveau de domination territoriale et la façon financièrement d'être au-dessus d'un championnat. Là, la prochaine émission de Loin de Sans Foot, Jean, c'est dans 8 jours parce que cette semaine, exceptionnellement, on enregistre le mercredi matin. Dans 8 jours, est-ce qu'on se parle du départ de Ronald Koeman? Moi, je pense qu'on en parle depuis le début de saison, du départ de Non, Ronald non, mais, Koeman. non, non, mais OK, tu as Mais raison, on va en parler toute l'année. Il va entre être nous, parti. tu me connais, Olivier Brett. Tu me connais, Olivier Brett. Si je dis quelque chose, il va se passer le contraire. Donc, Bon, il va encore être là. je pense que, en fait, il y a un match contre Benfica en Ligue des Champions que Barcelone doit aller gagner après avoir pris une volée contre le Bayern il y a 2 semaines. Et il y a surtout le gros match de championnat contre l'Atlético en fin de semaine, qui précède lui-même le Classico, qui aura lieu, qui précède. Non, le Classico aura lieu plus tard dans le mois, mais qui arrive très vite après la trêve internationale. C'est ça que je voulais dire, pardon. Si ça ne va pas cette semaine, je pense que la trêve internationale sera le moment où, effectivement, on dira peut-être à Ronald Koeman, regarde, voilà,
Au bout du compte, c'est aussi bien qu'on fasse ça rapidement et qu'on se dise au revoir. De toute façon, depuis l'arrivée de Laporta, on sait que Koeman n'est pas le numéro un qu'il souhaite, qu'il y a eu des problèmes une partie de la saison dernière et que tout le monde, pour essayer de faire bonne figure, essayer de sauver un petit peu les meubles, a essayé de limiter un petit peu les dégâts. La situation la situation a empiré clairement avec l'histoire Messi, absolument. Il y a eu beaucoup d'éléments, hein. Si on remonte un peu en arrière, il y a eu le traitement, la relation Koeman-Luis Suarez qui a amené le départ de Luis Suarez, qui a déjà été une des bases vraiment du problème avec les joueurs. Le fait que ça continue, d'ailleurs, que les joueurs n'ont pas vraiment complètement annoncer ou signifier leur soutien par rapport à l'entraîneur et qu'il y a, il y a il y a un climat de méfiance et que au sein du club, au sein de la direction, il y a clairement d'autres pistes qui sont annoncées et d'autres pièces que les dirigeants veulent avancer. Évidemment, le premier nom, c'est Xavi, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités aussi. Et si on regarde un petit peu une liste un peu plus large, on peut même l'élargir jusqu'à Thierry Henry d'ailleurs. Thierry Henry qui va aussi éventuellement être dans une conversation, est-ce que ce sera comme coach ou dans un poste de technicien quelconque à Arsenal, parce que Daniel Ek, C'est possible. le propriétaire de Spotify, c'est quoi? C'est 1,9 milliard sterling, l'offre qui est sur la table. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, Sid? Tu penses quoi de ça? Tu as le backing public de joueurs importants, là. Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, si je ne me trompe pas, Thierry Henry aussi. Est-ce que c'est simplement des gars qui ont vécu l'ADN vraiment la plus forte, les belles années d'Arsenal et qui voient en Daniel Ek quelqu'un qui est capable de ramener ça? Ou est-ce que c'est aussi des gars qui se positionnent un peu à quelque part pour un retour éventuel au club? Peut-être que c'est les deux. Sid, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai que c'est les deux, mais bon, l'argent c'est pas un problème chez Arsenal. C'est un des clubs qui est les plus riches du monde, avec des propriétaires parmi les plus riches de première ligue. Donc peut-être qu'il y a justement des informations ou une connaissance de la culture interne qui empêche le club de prendre des bonnes décisions sportives et qu'ils ont vraiment envie de changer ça. Mais c'est enfin, dans l'espèce de romantisme parfois de se dire bon ben on va chasser les propriétaires américains pour avoir d'autres propriétaires. Ça peut être du pareil au même et c'est pas forcément parce qu'un propriétaire a l'amour d'un club, comme ça a l'air d'être le cas du propriétaire de Spotify, que ça fait de lui un bon président de club ou un bon gestionnaire, comme parfois justement comme la passion fait prendre vraiment des décisions vraiment stupides. Donc je sais pas trop, mais je sais pas trop qui est tant attendu de cette espèce de putsch dont on a vu par exemple Thierry Henry aux côtés du propriétaire, j'oublie le nom du propriétaire de Spotify. Daniel Ek. Daniel Ek. Ouais, Daniel Ek, donc on l'a vu à ses côtés durant le North London Derby, gagné d'ailleurs brillamment par Arsenal. Mais je sais pas trop quelles sont les attentes, à moins que véritablement on estime que dans la haute direction, les choses ne vont pas du tout. Mais juste pour donner un contre-exemple, tout le monde pensait ça il y a 6 mois à Manchester United. Il a suffi un recrutement, bon, pas n'importe lequel, mais pour que plus personne n'ait envie de dégager les Glazers. Donc c'est ça aussi qui fait en sorte que je suis un peu sceptique. Glazer Ouais, ou ça Woodward, va. Parfois je me mêle dans les noms des propriétaires. Les Glazers Les Glazers? sont à United. Ouais, c'est Parfait, c'est Kroenke bon. qui est à Arsenal. Jean, t'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'était non, absolument, totalement d'accord avec ce que dit Cyril. À Juste, part que oui, le derby du Nord de Londres, il a été brillamment gagné par Arsenal ou piteusement perdu par Tottenham parce que c'est catastrophique, là. Non, bah, on en reparlera parce que là, on est en train de voir un club qui est dans la dynamique complètement inverse. Enfin bon. ouais, Ok. tout ça s'est passé avec le départ de Louis Banks. C'est là que ça s'est passé.
Je confirme qu'il n'y a personne qui parle de Louis Binks en Angleterre, mais tu sais, question de ramener ça, tirer la couverte de notre bord un petit peu, ou du bord de Bologne. Il faudrait demander à Walter Sabatini, c'est pas à moi de décider qu'est-ce qui appartient à qui dans tout ça. Les gars, sujet chaud maintenant. Ouais. Une première question qui nous a été posée. Sid, j'y vais avec toi. En fait, je viens juste d'avoir la réponse tantôt. Jean parlait, puis je suis allé faire un tour dans mes courriels. Dr. Foot nous demande à quelle date va se jouer le fameux match demi-finale de championnat canadien entre le CF Montréal et Forge. Le 27. 27 octobre à Hamilton. Donc, ça va faire 2 matchs de suite de championnat canadien que le CF Montréal joue sur la route. Après celui dont Sid parlait tantôt à Halifax la semaine dernière, on s'en va dans une autre ville en H, un peu plus à l'ouest, celle-là, à Hamilton le 27 octobre. Je veux t'entendre sur 2 choses, Sid, étant donné qu'on a déjà la réponse. Un, qu'est-ce que ça nous dit sur l'Association canadienne de soccer qu'on ait la date de la demi-finale le jour de la date qui était prévue? Je m'explique. Quand on a joué le match quart de finale, les 2 dates qui étaient identifiées pour jouer la demi-finale, c'était une semaine plus tard, donc hier, mardi, le 28, ou aujourd'hui, mercredi, le 29. Qu'on nous sorte la demi-finale maintenant, qu'il y a eu ce flou artistique pendant une semaine, ça nous dit quoi? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce qu'à quelque part, dans les circonstances qu'on connaît, on parle beaucoup de la foule, de l'ambiance au Stade Saputo, est-ce que c'est une bonne nouvelle que ces matchs-là se jouent sur la route? Alors, pour la première question, ça montre le faible pouvoir d'influence détenu par la fédération en ce moment, qui subit en fait le calendrier. Et il y a d'autres instances qui disent que leurs échéances, leurs matchs, ça se joue à ces dates-là. Le reste, c'est pas notre problème. Arrangez-vous comme ça. Et pour l'instant, l'association canadienne n'est pas à cette table-là et fait en sorte que, et dans un calendrier qui est surchargé, de ne pas pouvoir avoir son mot à dire en amont, bah, fait que bah, tu te retrouves dans ces situations-là qui, lorsque tu comprends un peu leur perspective, pas facile de caler une date, mais comment tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'as pas pu dire dès le début que nous, nos dates, c'est ça, et puis c'est peut-être à d'autres de s'ajuster. Donc ça, je pense que ça dit ça, en ajoutant au fait aussi que les tirages au sort, la communication autour de tout ça, je pense que ça, c'est des choses qui devraient améliorer pour conserver le prestige et continuer à bâtir le prestige de cette compétition, parce qu'on veut que cette compétition ait de l'importance dans le soccer canadien. Et ça, c'est des petits couacs qui seront à corriger dans les années futures. Pour le match, ben, c'est vrai que c'est un voyage. C'est vrai qu'on a vu que ça a quand même laissé des traces du côté de Columbus, puisque les joueurs qui n'ont pas été utilisés ont quand même voyagé. Oui, c'est bien pour l'esprit du groupe, pour l'accompagnement, pour même le folklore de découvrir d'autres places au Canada, mais ça laisse des traces quand même. Et de toute façon, c'est un match sur lequel, parce que Forge, c'est quand même une autre bête qu'Halifax. Ouais. Il y aura pas non plus comme tant de repos au niveau des titulaires que ça. Et ça, effectivement, dans un contexte de course aux séries, on le voit, et je pense qu'il y a peut-être 3 points qui séparent 6 équipes, 7 équipes. Ça peut avoir des conséquences, effectivement. Dans tous les cas, ils vont laisser des forces dans un match de milieu de semaine, et ça, c'est jamais quelque chose que les coachs apprécient. Ça, c'est l'aspect sportif. Sid, maintenant, puis je sais que tu passes beaucoup de temps à réfléchir à ça aussi, la perception du club, les discussions sur les ventes de billets, l'ambiance dans le stade. C'est pour ça que je te demandais tantôt, est-ce que c'est peut-être à quelque part, pas sportivement, mais d'un point de vue image du club, communication, un petit cadeau, parce que je suis pas certain que c'est en milieu de semaine, le 27, là, si je me trompe pas. Tu sais, est-ce que c'est une bonne chose de ne pas avoir ce casse-tête-là de vous n'avez pas rempli votre stade pour une demi-finale de championnat canadien? Les ultras sont pas là, puis on repart la machine un peu négative. Est-ce que tu t'évites une partie de casse-tête d'un point de vue comme marketing, image, même si d'un point de vue sportif, c'est clair que tu t'en ajoutes un casse-tête? Non, 100%, 100%, parce que de toute façon, cette machine, elle est brisée. Allez regarder les attendances du mois de septembre. Il y a toujours, il y a toujours eu une baisse dans ces moments-là. Il n'y a que Drogba qui a réussi à braver l'automne et faire en sorte que c'était rempli en septembre-octobre. Donc,
Mais cette machine-là va repartir puisque au moment où on enregistre, bon, le match de New England n'est pas passé, mais quand il va passer, il sera pas rempli. Il sera pas rempli comme beaucoup de matchs de mercredi en septembre. Et ça, c'est des réalités qui datent de 10 ans. Sauf que ça va être interprété dans le contexte qu'on connaît. Et effectivement, par rapport à ça, sûrement que il s'enlève une épine du pied. Mais à l'inverse, par contre, parce que ça, j'aimerais le souligner, je trouve que c'est une belle chose pour Forge, comme ça l'a été Oui. pour Halifax, et que une ambiance, bon, oui, un peu champêtre, ils sont juste 5-6 000, etc. Mais c'était le fun. Et je pense que la CAN PL grandit aussi de ces affiches-là et de ces moments-là. Et ça, de leur côté, je trouve ça vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Et je pense qu'on l'a dit la semaine dernière, si on ne l'a pas fait, juste une précision pour ceux qui se demandent comment on choisit où se joue le match. Dans le contexte actuel, étant donné que ce n'est pas des allers-retours, mais c'est carrément un pile ou face. Je ne sais pas si c'est avec un 2 piastres, un 25 cents, une pièce de monnaie de la FIFA, ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est un pile ou face qui est choisi. C'est pas une grosse game de roche-papier-ciseaux entre Kevin Gilmore et le président du Forge. Ce serait vraiment cool, par contre, de faire ça. Une game de roche, papier, ciseaux pour choisir pour vrai, là. Ce serait extraordinaire. Puis tu pourrais faire tout un build-up avec de l'entraînement, puis là, tu fais de l'intox. Au meilleur des trois, ce serait magnifique. Sachant que avec ma femme, tranche de vie très, très sérieuse et très loufoque en même temps, pour choisir qui allait parler en premier le jour où on échangeait nos vœux de mariage à l'église, on a littéralement choisi ça en roche-papier-ciseaux. Voilà. Je vous confirme, ça fait du bon contenu. Ça serait une Et qui a excellente idée gagné? pour la suite. C'est tout le temps moi, Jean. C'est tout le temps moi. All right. Stéphane Duarte Simoche, maintenant, Jean nous demande, est-ce qu'il aurait été possible de vivre des moments comme celui d'aujourd'hui au Bernabéu, aujourd'hui étant hier, évidemment, avec le match dont on a parlé, Sheriff Tiraspol, une équipe de Moldavie qui bat le Real chez lui en Ligue des Champions. Est-ce que ça aurait été possible avec la European Super League? Je pense que poser la question, c'est y répondre, mais c'est pour ça que tant de gens étaient aussi vivement opposés à un regroupement des super clubs qui fait en sorte que des moments comme ceux-là, on ne peut pas les vivre. Non, clairement, c'est certain que ça veut dire que la porte, elle est fermée. Et là, je dis ça même avec toutes les précautions qu'on a prises au moment de parler de Tiraspol, en disant que c'était déjà pas forcément un si petit club que ça. Il y avait déjà tout autour quelque chose qui avait une forme. Mais d'une façon générale, et tu le vois quand même avec, oui, Tiraspol, mais Tiraspol est l'un des clubs parmi tant d'autres, c'est-à-dire de ces clubs, comme tu le mentionnais, qui commencent la Ligue des Champions, parce qu'il y en a une majorité au mois de juillet, et qui passent 3 ou 4 tours éventuellement pour passer en phase de groupe, sachant que la majorité seront déjà éliminés ou reversés en Europa League. Donc clairement, ce genre de choses-là ne peut pas arriver, et que c'est déjà très difficile que ça puisse arriver maintenant. Et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on le souligne. On est en phase de groupe. Et déjà là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, oui, il est évident que plus tu lèves la barre et plus tu limites l'atmosphère tu raréfies l'atmosphère dans laquelle ces clubs-là vont évoluer, évidemment, ça n'arrivera pas. Et il est certain, parce qu'on en a parlé encore cette semaine, que la menace ou le risque de Super League est encore là. L'UEFA est présente. Il y a actuellement des jeux au niveau des divers tribunaux, en particulier à Madrid, pour que on essaye un petit peu de calmer le jeu, parce que l'ISL a toujours un certain nombre d'actions qui sont intentées contre l'UEFA, en particulier une d'anti-monopole, et que la structure Super League, ISL telle qu'elle avait été créée en avril dernier, n'est pas dissoluble. Il y a des clubs qui sont partis, mais l'entité, pour l'instant, elle demeure. Donc, il y a toujours cette question un petit peu, savoir, est-ce qu'à un moment ou un autre, ce projet-là ne va pas revenir d'une autre façon, mieux ficelé, avec quelque chose, mieux ficelé, je veux dire par là, qui tienne la route, et pas simplement 3 jours au ridicule, mais vraiment quelque chose qui soit plus solide et là qui fasse réfléchir. Sid, prochaine question pour toi, celle de Philippe Miglierina. Dans combien d'années, ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que ça peut être pris d'un paquet de perspectives différentes. Dans combien d'années le CF Montréal pourrait-il aspirer sérieusement à gagner la MLS Cup selon toi? Une. Je pense qu'ils sont 2022? très...
Ouais, 2022. Genre comme le raisonnement, Wow. c'est pas qu'ils vont pas rentrer en série comme le fait le New England avec 25 points d'avance sur le deuxième. Non. Mais à partir du moment où ils ont ce qu'il faut pour être dans le portrait des séries, je trouve que je peux te dire de façon un peu triviale, tout peut arriver, mais au-delà de ça, je pense que Montréal aura assez d'acquis pour pouvoir faire quelque chose comme Columbus, par exemple, l'an passé. On a une situation qui est que il y a certes une corrélation entre tes performances en saison régulière et ce que tu es capable de produire en série, mais tu peux aussi, sur 3 matchs, te sublimer et l'emporter. Et là, à partir du moment où tu as une base nécessaire, et je pense que ce qu'il y a cette année est une base sur laquelle il faudra ajouter pas tant d'éléments que ça. Donc, c'est là où pour moi, c'est pas quelque chose qui est complètement farfelu. Ça te permet d'aspirer à être aux séries 4e, 5e position, et puis là, pourquoi pas remporter la coupe. Donc, ils sont pas loin, ils sont pas loin d'avoir ces chances-là. C'est vraiment, ça, j'en doute pas. T'ajoutes quoi? Tu dis qu'il n'y a pas tant de choses à ajouter, mais t'ajoutes quoi? Comme la réponse pour tous les clubs du monde, un avant-centre. Ouais. C'est forcément mais en même temps, je te dirais qu'en ayant regardé ce qui s'est passé à Columbus, il y a un meilleur défenseur central changerait aussi beaucoup la donne du côté du CF Montréal. On est très passif sur la passe d'Étienne pour Mhm. Zardes sur le premier but. Le trou béant qu'il y a où on n'attaque pas Zardes sur le deuxième but. Moi, je pense que un meilleur défenseur central changerait radicalement et on aurait peut-être un effet, genre comme un effet type Liverpool quand Van Dijk est arrivé ou quand Maguire est arrivé et on voit à quel point un joueur derrière permet à tout le monde d'être plus gros, plus fort, jouer plus haut et ça a des effets positifs sur l'ensemble de ton collectif. Ouais, et pour ramener ça plus près de chez nous, les supporters de Montréal ne triperont pas sur mon exemple, mais Drew Moore, ça avait été ça en 2016 pour le Toronto FC. Puis après, Chris Mavinga a été exceptionnel aussi pour le Toronto FC. On a beaucoup parlé de Jovinko Altidore et, euh, et Michael Bradley au milieu de terrain, mais c'est derrière. Rappelez-vous, en 2015, quand Toronto vient ici pour jouer son premier match de série de son histoire, ils se font rosser 3-0. Bernier, t'avais Drogba, Piatti et compagnie. Mais en arrière, c'était une véritable passoire. Puis c'est quand tu as réglé ça que tu as été capable de vraiment faire peser dans la balance tes gars en attaque. Et juste avant de poser la dernière question à Jean, Sid, euh, jusqu'à maintenant, cette année, tu es assez solide dans ton évaluation de ce qui serait une satisfaction. Pour l'équipe nationale du Canada, tu as dit demi-finale de Gold Cup. Après ça, tu as parlé de te retrouver dans l'octogone. Qu'est-ce qui serait une satisfaction cette année? On va se dire, le CF Montréal, il faut qu'il se rende en série. Là. En être exclu à ce stade-ci, ça va peut-être être explicable avec ce qui s'en vient sur la fin de campagne. On verra, mais ça va rester une déception parce que tu sens qu'elle est capable d'y être. Une fois que tu es en série maintenant, qu'est-ce qui serait une satisfaction pour toi cette année? Avec le système qui te fait jouer à l'extérieur les matchs et Montréal serait Ouais. sûrement parmi dans le dernier tiers des équipes qualifiées. Donc, il faudrait aller alors la remporter contre Nashville ou Orlando. C'est Passer un compliqué. tour, C'est compliqué. C'est passer compliqué. un tour, ce serait Passer un tour, satisfaisant. ce serait une énorme satisfaction. Ce serait vraiment, Bon. c'est plus c'est même un très gros succès, passer un tour. Mais j'avoue que c'est drôle parce que dans ta question, tu avais déjà donné une réponse, mais je, moi, là, cette saison est déjà une satisfaction. Je veux dire, hormis que tu perds 5 des 8 derniers matchs, Mhm. pour moi, cette saison-là, c'est déjà une satisfaction. Et je te dirais la même chose même s'il serait juste en dessous de la ligne rouge. Écarté. Je trouve que la base qui est là te permet donc, de travailler sereinement pour l'an prochain. Et quand tu regardes le club là où il était il y a 2 ans, il y a 3 ans, et ben, on est dans dans une continuité de progrès. Et ça reste une satisfaction à mes yeux. Oui, et tu as juste à regarder ce que la Révolution de la Nouvelle-Angleterre fait cette année. Il y a 2 ans, cette équipe-là s'en allait nulle part. Puis là, tout d'un coup, ben, ils sont plus que dominants, peut-être même qu'ils seront capables d'aller chercher le plus haut total de points de l'histoire de la MLS pour la saison régulière. Donc, très intéressant ça comme commentaire. On termine avec la question, Jean, de Mathieu Lapierre qui nous dit: Salut les gars, avec ce début de saison complètement imprévisible,
à quand remonte le dernier championnat aussi ouvert en Premier League anglaise? Bon, là, effectivement, mais on est très tôt. On a un paquet de clubs qui sont serrés en 3 points en haut. Remarque bien que les 4 premiers sont bien les mêmes. Hein. Ce sont bien, Mhm. on retrouve bien City, United, Everton, Liverpool, Chelsea. Ils sont déjà là identifiés et que ponctuellement, tu vas avoir un Everton, tu vas avoir un Everton Villa, on laissait venir, mais on sentait Villa surtout venir de plus en plus sérieux récemment. Bon, tu as Brighton qui a un peu laissé sa place et tout. Mais pour revenir à la question, je pense que, et en allant plus loin dans la saison, je pense que c'est l'année où Leicester est champion, que les choses se décantent relativement tard. Dans un premier temps, Chelsea qui était champion, qui implose complètement, et c'est l'une des histoires parallèles de cette saison-là, qui est l'implosion de Chelsea de Mourinho. Mais que donc, dans le même temps, tu as cette course où Leicester, tu as United qui lâche le premier, Liverpool n'est jamais trop dans le coup. Et puis il y a cette course avec Arsenal et Tottenham qui dure pratiquement jusqu'à 2 semaines de la fin. Et même, il faut attendre le mois de janvier-février pour dire vraiment est-ce que Leicester c'est vraiment possible. Parce que jusqu'à un certain point, tu te dis que Arsenal, Tottenham vont à un moment passer le coup d'accélérateur et puis auront l'effectif nécessaire pour les doubler. Donc je pense que ça remonte il y a 5 ans. Et je pense que c'est la dernière fois qu'on a eu un championnat vraiment ouvert, je veux dire par là, avec plusieurs scénarios possibles pour la fin. Oui, et là, vous êtes tous sans mots. Sid, je reviens avec toi dans une seconde, mais vous êtes tous sans mots parce que Jean ne vous a pas précisé où se trouve Brentford en ce moment. Brentford est 9e à 5 points de la tête, donc tout à fait dans le coup encore. Si vous voulez vous mettre votre Yeah. argent là-dessus, c'est 5 000 contre 1 pour Leicester. Bon C'est match. probablement pas ça. Oui, exactement. Sid? Alors oui, il y a une indécision au niveau du Big Four, parce que c'est plus un Big Six, là, c'est un Big Four. Effectivement, ils sont quasiment tous au même niveau, ils peuvent tous remporter la Première Ligue. Par contre, sur l'ensemble du championnat, juste l'an passé, en décembre dernier, il y avait 7 points d'écart entre le 10e et le premier. Et c'était historiquement le total le plus bas en Première Ligue. Donc il y avait une plus grande homogénéité et c'était ce qui a été identifié comme le championnat le plus ouvert de l'histoire de la Première Ligue. Et c'était juste l'an dernier. Sauf que c'est vrai qu'on savait peut-être qu'à la fin de la journée, que ce soit Liverpool ou City, ça aurait été un des deux qui allait remporter. Sauf que chose qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui parce que les 4 clubs ont vraiment des très très solides arguments. Oui, puis imagine, ça c'était l'année passée, Brentford n'était même pas encore arrivé en Premier League. Imaginez ce que ça va faire cette année. Les gars, très rapidement, en quelques secondes, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine, Sid? Jean l'a dit, hein, pour moi c'est Liverpool, Manchester City. Jean? Ben, oui, avec cet Atlético Barcelone, parce que ça a trop d'incidence sur beaucoup, beaucoup de choses, je pense, pour l'avenir des deux clubs. Oui, et vous voyez qu'en fin d'émission, comme ça, Jean continue de patiner pour ne pas nous parler d'un départ de Ronald Koeman parce qu'il se demande ce qui va se passer avec ça, mais c'est un peu ce qu'il vient de nous dire avec l'Atlético Barça. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup. OK, bye. Merci à vous à la maison. Continuez de nous poser vos questions tout au long de la semaine. C'est toujours un plaisir d'y répondre sur Twitter en particulier avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu. rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.